Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session en direct. Aurélien Blondel aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, hein, Aurélien. Aujourd'hui, il va vous expliquer sa méthode, comment sélectionner les bonnes actions pas à pas. Vous allez tout apprendre. C'est sur la méthode d'Aurélien pour choisir les actions. Aurélien, je te passe la main, je te laisse te présenter. Merci à toi. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit point justement sur, l'importance d'avoir un plan, c'est-à-dire pas acheter un peu ses actions n'importe comment, essayer d'avoir quelque chose de discipliné et de suivi pour, maximiser au maximum ses investissements en bourse. Alors, je m'appelle Aurélien Blondel, je suis en bourse notamment depuis l'an 2000 en passif, hein, avec des actions et j'ai commencé à m'intéresser à l'analyse technique, bien plus tard vers 2015. Et ensuite, j'ai rajouté le fondamental pour compléter un peu le tableau. J'ai une chaîne d'analyse technique notamment, hein, sur YouTube, Aurélien Blondel Trading, où je fais des analyses, quasi quotidiennement sur le CAC 40 et les autres valeurs, hein, que ce soit françaises, américaines ou chinoises. Et comme d'habitude, oui, je mets un petit avertissement à chaque fois. Les informations et analyses données sur cette chaîne et là, dans ce webinaire, hein, sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérés comme un conseil en investissement. À chaque fois, c'est quelque chose d'important. C'est pour rappeler que vous êtes responsable à chaque fois des choix que vous faites, notamment en bourse, et qu'il y a forcément un risque de perte en capital. Alors, le webinaire aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Comment choisir quelle action acheter, faire un plan et le suivre. Donc, on va voir, hein, notamment le plan, l'importance de suivre son plan. Pourquoi acheter et sur quels signaux, hein, se baser pour entrer sur une action, l'importance aussi de l'horizon de placement, la taille de position, avec aussi la gestion des émotions, la construction du portefeuille, comment on construit, hein, son portefeuille avec, la diversification, le nombre de lignes, est-ce qu'on garde du cash ou pas? Le pyramidage et c'est plutôt l'inverse de ce qu'on tendance à faire généralement quand on débute en bourse, hein, on va en reparler et la sortie, hein, comment on quitte, comment on vend une action pour essayer de sortir au mieux. Juste, je précise, hein, pour ceux qui nous écoutent, le chat est ouvert. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Je les relais et Aurélien pourra y répondre. Parfait. Alors, le plan, l'importance d'avoir un plan parce que, aujourd'hui, par rapport à il y a quelques années encore, on a assez peu de différences avec les professionnels, hein, de la finance. On a énormément accès à l'information, à la technologie, aux outils, avec les outils, hein, de gestion, que ce soit par exemple, sur Priority ou sur TradingView, les outils techniques, avec les sites internet comme on a sur Investing. On a vraiment accès à beaucoup de choses et ce qui va faire généralement la différence entre un professionnel et un amateur, c'est la discipline. C'est le fait de faire un plan, d'avoir une stratégie, de répéter des schémas et de multiplier les opportunités. Et donc, c'est important et c'est ça qu'on va voir un petit peu aujourd'hui, l'importance de la discipline et de rester finalement fidèle à ce qu'on a décidé et de pas justement trader à l'émotion et partir un peu dans tous les sens. Quelque part, ça reprend un petit peu ce qu'on fait en navigation quand on est sur un bateau. On connaît la météo, on connaît le vent, on connaît les courants marins. C'est un peu la même chose en bourse avec les marchés. Donc on fait un plan, mais après, il faut toujours s'ajuster parce que justement la météo change et sur les marchés, c'est pareil. Les les marchés peuvent changer beaucoup avec les annonces, donc ça peut énormément faire varier les actions et si on est sur une action en particulier, bah, il faut se réajuster et se réactualiser en permanence. Pourquoi j'ai mis, Federer 54-80? Il avait fait un discours justement après sa retraite que j'aimais bien et là aussi on peut faire une analogie avec la bourse. Alors 80 ça correspond à quoi? Ça correspond au nombre de matchs qu'il a gagné en simple, dans sa carrière. Donc on voit qu'il tapait vraiment très haut. Il a énormément de succès également en grand chelem dans les tournois, donc il gagnait beaucoup et 54 finalement, ça semble peu, c'est le nombre de points qu'il a gagné dans sa carrière en simple. C'est-à-dire que, 46 du temps, il avait tort. 46 du temps, il perdait contre ses adversaires. 46 du temps,
il était en dehors. Ça nous montre aussi l'importance et le fait que, avoir tort, faire des échecs, c'est pas grave. L'important, c'est toujours de multiplier les opportunités et de continuer après à chercher justement à multiplier ces opportunités et continuer à avancer. Et dans le trading, c'est pareil. L'important, c'est pas forcément d'avoir raison. C'est pas de gérer ou de viser, 100 de trades gagnants, parce qu'au final, ça va pas forcément être une stratégie gagnante, mais c'est plutôt, le but en bourse, c'est de faire de l'argent. Il y a une citation de George Soros que j'aime beaucoup. L'important en bourse, ce n'est pas d'avoir raison ou tort, mais c'est combien d'argent vous gagnez quand vous avez raison et combien d'argent vous perdez quand vous avez tort. Et ça représente en fait tout le principe d'une bonne stratégie en bourse. C'est multiplier les opportunités, multiplier les schémas pour essayer de gagner. Et quand on gagne, gagner beaucoup et éviter les grosses pertes. Mais les pertes, elles sont, elles font partie du plan finalement. Il faut pas la voir comme un échec. On aura toujours des faux départs, des moments où on va perdre. C'est pas grave, ça fait partie du plan. Il faut savoir couper, revenir après peut-être sur la même action, quelque temps après, mais ça permet de gérer au mieux et d'optimiser la gestion du compte notamment. Alors je ne sais pas si tu as des questions déjà? Non, pour le moment, ça va. C'est un peu tôt. OK. Alors, pourquoi acheter? On va voir, qu'on rentre pas forcément, hein, sur une action, par hasard. Donc il faut une raison. C'est pas parce qu'on aime bien une marque ou une entreprise qu'on va acheter. Donc on a quelques signaux comme ça qui nous permettent de déceler des moments, des meilleurs moments où l'action va peut-être, avoir une dynamique favorable et va progresser, hein. Le cours de l'action devrait monter. Donc on a plusieurs, types de signaux. On a le fondamental. Le fondamental, c'est quoi? C'est sur les chiffres, hein, de l'entreprise. Par exemple, son chiffre d'affaires, les ventes, le résultat net. Ça peut être aussi sur les résultats d'entreprise, meilleurs que prévu ou excellents. Donc ça peut nous donner un signal pour rentrer et acheter, une valeur. On a également les news, hein, forcément, avec, les nouvelles qui tombent sur la société, bonnes ou mauvaises, donc à l'achat ou à la vente forcément. Les news d'analystes aussi qui se mettent à l'achat, par exemple, ou qui surpondèrent ou qui disent acheter ou à l'inverse, qui sont vendeurs. Donc là aussi, on a des signaux intéressants sur les news. On a la macroéconomie, donc c'est l'économie en général avec plutôt les chiffres un peu des pays, hein, la santé financière des pays. Et on l'a vu dernièrement, par exemple, je crois que c'est en septembre 2024 avec le plan de relance chinois. On a eu, un afflux d'argent, hein, suite à l'annonce du plan de relance chinois et beaucoup de valeurs chinoises ont monté. Donc là, on avait des signaux macro intéressants, il fallait se placer rapidement et on a eu un peu la même chose dernièrement avec le plan de relance, allemand, donc à la fois pour la réindustrialisation et pour l'armement de défense européen, où toutes les valeurs ont monté. Et évidemment, on a les signaux techniques, par exemple, hein, les supports, les biseaux descendants, les volumes, les cassures de congestion. On peut regarder rapidement quelques exemples sur, alors là, j'ai mis Nvidia. On va revenir ici, par exemple, au mois d'août. Alors on va zoomer pour mieux voir. Donc on avait fait un gap, haussier ici. On est au mois de mai 2023. On fait un plus haut à 50. Alors à l'époque, c'était pas 50, je crois que c'était, 500 parce qu'il n'y avait pas eu le split encore. Le split, il a eu lieu là, donc bon, ça a pas d'importance. On est à 50 $. On avance. On voit qu'il y a une nouvelle, tentative, hein, mois de novembre. Là, la première tentative était au mois d'août. Mois de novembre 2023, deuxième tentative, une troisième tentative, encore un échec. Donc on voit que ce niveau-là, par exemple, ce niveau de résistance, est compliqué à passer. Généralement, quand on arrive à casser des résistances comme ça et plus ça met du temps, plus ça va partir, fort et loin. Ce qui est intéressant, hein, c'est évidemment, si on a une résistance qui dure que depuis quelques jours, ça va pas forcément être pertinent. La pertinence, ça va être notamment le nombre de points d'impact. Donc là, on le voit, pas mal de points d'impact, hein. Une première fois ici, on l'a retesté quelques jours après, quelques mois après et encore et finalement, ça casse ici.
et ça casse pas n'importe comment avec un gros chandelier, puisqu'on avait pris 6% 43. Donc là, par exemple, on a un signal d'achat haussier, donc il faut acheter l'action Nvidia suite à cette cassure de résistance. Et on voit qu'après, hein, l'action a monté. On a beaucoup d'autres exemples. Alors, on ne va pas faire un cours ici sur l'analyse technique, on va passer juste brièvement, mais par exemple, les rachats sur support, on le voit ici, hein, les 97 qu'on avait cassés, on y est revenu. Là, on a encore une belle zone d'achat sur le 7 avril. Mais bon, le 7 avril, on sait que c'était avec les taxes de Trump qui ont un peu fait paniquer tout le monde. Et puis, par exemple, en biseau descendant, là, on le voit, on fait une oblique sur les plus hauts. Elle est pertinente, elle est touchée au moins 3 fois. Et puis, quand on vient à la casser ici, on a également un signal d'achat qui est doublement validé, puisqu'on a un gap haussier. Là aussi, hein, les gaps haussiers, c'est généralement des très bons signes. Donc, on voit sur le technique aussi, on a pas mal de signaux intéressants, hein, quand on s'intéresse à l'analyse technique, qui permettent de visualiser au mieux des périodes et des moments intéressants pour rentrer sur une action. J'ai une question de Stéphane, je ne sais pas si peut-être qu'il anticipe un peu, je ne sais pas si Ouais, tu veux y dis-moi. répondre maintenant ou la laisser pour plus tard, qui te demande, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le plus difficile est d'acheter? Non, alors pas tellement. Moi, je trouve vraiment que le plus difficile, c'est de vendre justement parce que les signaux d'achat, ils sont assez «faciles» entre guillemets à repérer et généralement visibles par tout le monde. Donc, on le voit souvent aussi avec les volumes, hein, des pics de volume intéressants, des signaux d'achat comme les gaps, hein, les cassures d'obliques, les cassures de résistance. Généralement, c'est des bons moments pour rentrer. Par contre, ce qui va être compliqué, c'est justement, quand vendre. On va le voir à la fin et là, c'est beaucoup plus dur. Souvent aussi quand on a des actions, haussières où on n'a pas, sur le plan technique des points de référence. Par exemple, là, sur Nvidia, on voit qu'elle est sur ses plus hauts historiques. Pour vendre, c'est un peu plus compliqué. Alors on a d'autres niveaux, notamment la moyenne à 20 pour sortir, mais ça va dépendre aussi beaucoup de facteurs. Mais moi, je trouve personnellement, hein, et c'est pas forcément que mon avis, que, c'est beaucoup plus compliqué de vendre que d'acheter. D'acheter, c'est la 1re étape et c'est pas le plus dur, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Les prises de bénéfices ou même quand on perd, savoir couper ses pertes, c'est parfois encore plus difficile que de rentrer. C'est assez simple d'entrer sur le marché, ensuite Ouais. choisir le moment où on sort, c'est peut-être encore plus compliqué. C'est ça, c'est la chose la plus dure avec la gestion des émotions, justement. Ouais, justement. J'ai une autre petite question rapidement de Robin qui te demande si tu peux lui expliquer qu'est-ce qu'un gap haussier. Rapidement. Alors, un gap haussier, c'est très simple, c'est un écart de cotation entre le cours de la veille et le cours du jour, où il y a justement un trou dans la cotation. Alors, par exemple, c'est pas possible sur le bitcoin, parce que le bitcoin, il cote en continu. Alors, en théorie, c'est possible, mais il faudrait qu'il y ait des ordres à l'achat et à la vente qui soient très différents d'un moment et potentiellement, c'est relativement impossible sur des actifs qui cotent en permanence. Par contre, sur des actifs qui s'arrêtent de coter le soir et qui continuent le lendemain, on le voit, on va le voir ici notamment sur Nvidia. Donc on a ici un cours, je vais enlever ça. On a clôturé, on voit là la forme du chandelier, hein, il est rouge. Ça veut dire qu'on a ouvert ici sur le haut du corps du chandelier et qu'on a clôturé sur le bas. Les mèches, hop, qu'on voit au-dessus et en dessous. Les mèches qu'on voit au-dessus et en dessous, c'est la cotation qui a eu lieu durant la journée. Donc ça veut dire que durant la journée, elle a ouvert ici, autour des 117,36, elle est montée, elle est descendue et elle a clôturé ici, autour des 116,60. Et ce qui va faire un gap, justement, c'est si le lendemain, on ne touche pas le plus haut ou le plus bas de la veille. Donc là, pour le matérialiser, hein, c'est très simple, on fait ça, on fait hop sur la mèche haute et sur la mèche basse. Et là, on voit qu'il y a un petit gap parce que le lendemain, on a ouvert sur les 120. Donc entre 118,22 et 120,27, il n'y a pas de cotation, il y a un trou. Et c'est ce qu'on appelle un gap. Là, comme il est à la hausse, c'est un gap haussier. Ce qui n'a pas eu lieu la veille, hein, parce que la veille, on le voit, les niveaux de cotation, ils étaient là. Donc on a ouvert entre les deux, il n'y a pas de trou. Et puis
On peut repartir comme ça avant, on le voit, il y a pas de trou dans la cotation à chaque fois. Par contre, là, on voit un gap et un gap, ça arrive généralement sur des annonces ou des mouvements un peu forts où le marché, justement, va acheter, en overnight, c'est-à-dire, la nuit. Les professionnels justement et certains particuliers, enfin ça va dépendre des comptes, mais la plupart du temps, c'est les professionnels, hein, qui gèrent les gros fonds, vont acheter hors marché. C'est-à-dire que quand on clôture, il y a encore des échanges qui se font, mais on ne le voit pas là. Par contre, il y a des échanges qui se font hors marché et on va reprendre le lendemain sur les niveaux qui ont été échangés durant la nuit et quelques heures avant le marché et des fois, ça crée des gaps justement parce qu'il y a eu beaucoup de volatilité, il y a eu beaucoup de monde qui voulait acheter en même temps ou vendre en même temps et donc il y a un écart par rapport à la veille. Je ne sais pas si j'ai été clair, si tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est clair. Peut-être dire que c'est durant le week-end, quand il y a des annonces durant le week-end, qu'on a généralement les plus gros gaps. Clôture vendredi, il y a des annonces surprises, parfois avec Donald Trump surtout, Ouais, ouais, en ce durant le moment, week-end. Et quand la bourse ouvre le lundi matin, généralement, il y a un écart qui prend en considération toutes ces surprises-là. ouais, là, on le voit en plus, c'était un vendredi 9 mai et là, la cotation d'après, c'est le 12. Typiquement. Voilà. Et il y a Corinne qui demande quel est le meilleur moment pour acheter. Le meilleur moment, c'est les signaux d'achat? Je ne suis pas sûr de comprendre. Oui, s'il y a un moment opportun pour acheter. Elle est vague, c'est vague comme question. Alors, il est D'un point de vue d'analyse technique, il y a les signaux. ouais. Ou après peut-être, je dirais si c'est pas sur les signaux, c'est, peut-être en fin de séance parce qu'on a déjà la forme un peu du chandelier et on a toute la journée qui s'est passée. C'est peut-être plus prudent généralement d'acheter, juste avant la clôture, si c'est la question, plutôt que, dans les premières heures de cotation où on peut avoir peut-être des surprises et des mauvaises surprises. On continue pour le moment. Et On s'il y a d'autres continue. questions, je te le dirai. Alors, donc on a vu, hein, notamment les signaux intéressants et il y a d'autres outils à part les news, hein, la macro, la technique ou le fondamental. On peut justement, s'intéresser à Investing, là, qui est un site bien connu, hein, forcément vous êtes dessus, et qui a des outils qui permettent de donner aussi des signaux d'achat, des données fondamentales et on va regarder un peu ce que c'est. Donc, Investing Pro, hein, c'est un abonnement qui vous permet d'avoir accès à beaucoup de plus d'outils que le site en lui-même. On va regarder un petit peu et puis on va détailler pour mieux comprendre. Donc là, c'est mon compte, par exemple, hein, sur Investing Pro. Alors, il y a la version Pro et Pro Plus. Pro Plus, on a des outils un peu plus élaborés et un peu plus nombreux sur les données. Et j'ai un petit retour là sur le son. Donc, on a par exemple, ouais, c'est bon, c'est parti. On a par exemple la watchlist où vous pouvez mettre vos actions et vous avez pas mal d'indications, hein, d'investing qui vous dit par exemple si la valeur est sous-évaluée, elle est juste ou elle est surévaluée. Et vous pouvez comme ça gérer facilement votre portefeuille. On va regarder aussi les idées. Si vous n'avez pas d'idée, par exemple, sur quelle action acheter, il y a des outils de la part d'Investing avec, par exemple, le portefeuille de Warren Buffett, hein. Warren Buffett, il va prendre sa retraite à la fin d'année. On a vu, hein, Berkshire Hathaway qui a eu un peu de mal, notamment depuis qu'il a annoncé sa retraite. Mais on a, si on clique dessus, on va mettre copier, et il va nous recréer le portefeuille actuel de Warren Buffett et de sa société Berkshire Hathaway. Donc on voit, hein, Constellation Brands, c'est notamment la marque d'alcool qu'il a acheté. Lui, il est plutôt axé sur le long terme, le très long terme même, et les valeurs qui sont plutôt sous-évaluées.
c'est pas quelqu'un qui va acheter quelque chose de cher et c'est pas quelqu'un de fan, notamment des technologiques, hein. Il va plutôt rechercher les pépites qui sont, qui sont plutôt value, hein, qui mériteraient d'être, beaucoup plus avoir un cours plus élevé et qui va comme ça progresser pendant, plusieurs années. Donc là, on a son portefeuille avec Constellation Brands, Siri, Charter, Kraft, et cetera. Je crois qu'il y a Coca-Cola aussi. Il y a une grosse part d'Apple, même s'il a vendu un peu récemment, on le voit, Coca-Cola, Apple, Visa, donc beaucoup de valeurs américaines et on peut, par exemple, copier son portefeuille si on veut. On peut revenir, hein, vous avez pas mal d'idées comme ça, vous pouvez, ajuster des filtres. Heu les participations de Bill Gates, les compagnies zombies. Donc c'est des compagnies endettées, mais pour essayer peut-être justement un retournement impressionnant. Des champions du dividende, les valeurs qui donnent pas mal de dividendes et cetera. Donc vous avez, on le voit, beaucoup d'idées comme ça, beaucoup de portefeuilles de personnes connues ou de fonds, sur lesquels vous pouvez copier ou vous inspirer. On a aussi les ProPics. Alors ça, j'aime beaucoup. C'est des valeurs qui sont choisies un peu par l'intelligence artificielle. Ça utilise beaucoup de données du site Investing et l'avantage, ça va nous sortir des valeurs chaque mois sur lequel il est intéressant de se placer. Donc, il va y avoir un roulement. On va prendre des valeurs, on va en sortir quelques-unes. Alors, celles qu'on sort, ça ne veut pas forcément dire qu'elles vont être baissières, hein, mais ça veut dire que l'IA va les trouver plus opportunes, justement, avec un potentiel de hausse plus intéressant. Et on va faire un petit tour, justement, dans le top 20, hein, actions françaises, pour voir, justement. Donc là, c'est la surperformance, hein, par rapport au CAC. Donc en blanc, on a le cours du CAC 40 et puis en orange, on voit la surperformance des valeurs qui ont été rajoutées dans le portefeuille. Donc 20 valeurs, 20 actions françaises, on le voit actuellement, il y a Biomérieux, Orange, Rubis, Dassault Systèmes, Bouygues, Veolia, etc. Il y en a une vingtaine et elles apparaissent ici. Et là, on a les dernières, chaque début de mois. Donc là, début juillet, il y a Coface, Crédit Agricole, Air Liquide, Sodexo et Eiffage qui ont été rajoutées. On le voit. Donc elles sont rentrées dans le portefeuille et on a sorti Engie, Capgemini, Ayvens, Société Générale et OVH. Et on a aussi le raisonnement, dernièrement, hein, ça a été rajouté. On a le raisonnement où il nous explique pourquoi ça a été rajouté. Par exemple, sur Coface, on le voit, rendement solide, avec une valorisation attractive. Il nous explique tout, il nous met plusieurs points intéressants. Coface a une valeur attrayante avec un faible PER de 9,5, rendement de dividende de 8,6, qui a augmenté de 7,7% au cours de l'année dernière. Enfin, vous avez comme ça plein de données intéressantes. Donc, rien que cet outil-là, où chaque mois vous avez des nouvelles entrées, ça peut être intéressant et ça vous donne des signaux d'achat favorables sur des valeurs. Alors, vous allez me dire, le CAC 40, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Bah, vous n'avez pas que ça, vous avez d'autres opportunités de valeur en France. Vous avez surpassé le Standard & Poor's, dominé le Dow Jones, titan de la tech, donc plein d'actions comme ça. On va regarder titan de la tech, par exemple, il y a Adobe, ON Semiconducteur, Zebra, etc., Fortinet dans la cybersécurité. Et c'est pareil, hein, il y a les actions rajoutées et sorties. Et on a également d'autres valeurs. Alors, notamment sur le Pro Plus, sur le Pro, on n'a pas toutes les valeurs européennes, mais sur les autres, on a par exemple, on le voit, les meilleurs du marché italien, le marché allemand, on a aussi les marchés brésiliens, enfin, on a beaucoup de marchés avec les meilleures actions de chaque pays. Corée du Nord, Mexique, le Nifty avec les actions en Inde, hein. L'Inde, c'est une des meilleures croissances qu'on a actuellement. Donc, c'est super intéressant cet outil, hein, ProPix, qui va nous dénicher les actions. On a également le screener. Alors là, si vous aimez le fondamental, c'est un peu Noël parce que vous allez avoir l'accès à beaucoup de données fondamentales, hein, sur les 10 dernières années. Et vous pouvez, par exemple, faire des filtres sur ce que vous voulez. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec les données fondamentales, bah, vous prenez les filtres qui sont déjà pré-remplis. Fort potentiel de hausse, on clique et puis vous avez les filtres. Après, vous pouvez aussi les ajuster et ça va vous balancer des actions qui sont plutôt intéressantes et on le voit plutôt sous-évaluées. On a les actions en hausse, pareil, avec les filtres à faire, formule de Ben Graham, etc. Les actions avec beaucoup de dividendes
et à chaque fois, vous avez les actions qui ressortent. Et puis, vous pouvez ajuster hein, les filtres que vous voulez. Explorateur de données, c'est ça. Donc, avec les données fondamentales, hein, je crois qu'il y en a un peu plus d'une centaine pour le Pro et l'abonnement Pro Plus, il y en a plus de 1200. Donc là, on a les principales valeurs. On va le revoir après, notamment sur les graphiques, c'est encore plus parlant. Et on le voit, tous les ratios hein, de valorisation, de dividendes, de risques. Et on tape une valeur, n'importe laquelle, et on va avoir accès à toutes ces données. Et on peut les avoir notamment hein, en graphique. Alors, on va prendre Nvidia, par exemple. On va prendre une valeur française ou américaine, c'est pas important. C'est pour l'exemple. Et on a ici, hein, quand on est sur Nvidia, donc déjà des petits tips où ils nous annoncent hein, les points positifs en vert et négatifs en rouge. La juste valeur aussi intéressant, la cible des analystes. Et ici, on a pas mal de trucs intéressants sur le rendement de dividendes. On peut cliquer, on a accès aux dividendes, le PER. Si on clique, on voit le PER dernièrement. Hein, on a la médiane et la moyenne des dernières années. On a un petit comparatif avec les autres valeurs. Donc là, on a mis sur le dividende, oui, c'est ça. Non, sur le PER, pardon. Sur le PER sur Nvidia. Donc, on voit qu'elle a un PER de 51,9. Elle est plutôt en haut, mais même Broadcom, elle est quasiment 2 fois. Le secteur en lui-même, qui est plutôt neutre. Donc, forcément, hein, Nvidia qui surperforme et qui a un PER un peu élevé, mais c'est le lot de tous les leaders. Hop, on revient. Le chiffre d'affaires, les chiffres. Donc, on a accès à toutes ces données-là. On peut aller notamment ici dans profil financier. Et là, c'est Noël. On a tout. On a le chiffre d'affaires, la croissance du revenu. On a les chiffres principaux. Et puis, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aller dans le bilan ou dans l'explorateur de données pour avoir encore plus de chiffres. C'est classé par année. Vous pouvez le classer aussi par semestre hein, pour avoir ou par trimestre pour avoir encore plus de données et affiner sur le court terme. On a donc la page dédiée aux dividendes, la page dédiée aux actualités. Ça, c'est intéressant parce que quand on est abonné à Investing et qu'on va sur une action, en dessous, on a tous les articles qui ont été faits sur la valeur. Donc, ça permet de voir un peu tout ce que pensent hein, les analystes ou les derniers articles. Donc là, on le voit sur Investing Pro, mais sur Investing, le site classique, quand on est abonné, on a directement aussi les articles. Donc, c'est intéressant, ça regroupe tout assez rapidement. On a les résultats avec à chaque fois l'annonce des résultats, la hausse ou la baisse, les prévisions avec les différences hein, de surprises, par exemple. Les modèles, éventuellement, là aussi, ils sont pré-remplis. Il n'y a pas forcément beaucoup à faire, mais vous pouvez les faire vous-même. Hop, je voulais voir quoi. Analyse de rendement capitaux propres, par exemple. On le voit hein, sur Nvidia, des chiffres assez impressionnants. Il y a 5 ans, elle était à 26%. Il y a eu un petit creux, 91% l'année dernière. Et, hop, et on a la possibilité aussi de faire ses propres graphiques. Alors, c'est widget, je crois. Donc moi, par exemple, j'ai mis hein, les graphiques principaux, à savoir le chiffre d'affaires, le résultat net, l'actif contre passif, donc voir un peu ce qu'elle possède et puis la dette, les capitaux propres et la trésorerie. Donc comme ça, en un clin d'œil, on voit exactement un peu la santé financière de l'entreprise. Et ça, vous pouvez le faire vous-même, mettre les données qui vous intéressent. Et enfin, on va finir avec le comparatif. Ça aussi, c'est pas mal. On voit ici, là aussi, c'est à vous d'ajuster si vous voulez. Là, on a mis par exemple le chiffre d'affaires. Donc sur l'axe, plus on est à droite, plus il y a un chiffre d'affaires important. La capitalisation, c'est la taille du rond. Donc on voit qu'NVIDIA, elle est énorme. Et on a un petit benchmark avec les autres acteurs du secteur. Là aussi, vous pouvez personnaliser en enlevant des valeurs ou en les rajoutant et elles vont apparaître dans le petit tableau. On a un benchmark sur les dernières années avec la comparaison sur le Standard & Poor's et puis un petit récapitulatif sur toutes les valeurs. Donc, tous ces outils comme ça permettent vraiment d'aller un peu voir ce qui se passe un peu sous le moteur d'une action, de voir les chiffres, les profils financiers, de la comparer avec d'autres. Et ça donne des signaux intéressants hein, pour justement se placer sur une valeur ou pas. Donc, c'est des outils super intéressants. Et même si on n'est pas forcément à l'aise avec le fondamental, hein, il y a beaucoup de choses qui est pré-mâché. C'est à la fois utile quand on s'y connaît pas trop parce qu'on prend justement ce qui est fait par défaut. Et si on veut aller plus loin, on peut personnaliser et mettre ses propres graphes,
ses propres screeners pour détailler et aller chercher l'info qui nous intéresse. Donc, super intéressant. Travail sauvegardé, évidemment, vous pouvez sauvegarder tous les. Là, j'avais sauvegardé ça avec des valeurs qui ont un PER un peu délirant. Ça charge. Et on va finir, si ça vient assez vite, on va finir aussi avec un outil, un dernier outil qui a été mis en place dernièrement, c'est Warren AI. Donc, c'est une intelligence artificielle. On va y revenir après parce que là, ça bug un peu. Et c'est une intelligence artificielle, donc c'est un peu comme un chat GPT, mais il va nous donner des réponses plus en relation avec la bourse. Donc, vous pouvez lui poser des questions sur les actions, sur la bourse en général, sur l'économie, sur des recherches d'actions, et il va vous répondre, il va argumenter sur certaines valeurs. J'avais fait par exemple, quelles sont les sorties à venir sur Valneva. Donc là, il nous explique un peu tout, les flux financiers, les prochaines échéances, les vaccins à sortir avec le nom des vaccins, candidat à vaccin contre la maladie de Lyme, vaccin tétravalent biconjugué, etc. Il vous donne un peu les risques des fois, parce qu'il va scanner un peu toute la valeur, il vous donne les points positifs et les points négatifs, et vous pouvez après affiner un peu les questions. Alors là aussi, selon le plan, on a, je crois que c'est une 50aine de questions par mois à Warren AI sur le Investing Pro, et Investing Pro Plus, on doit avoir 500 questions par mois, donc ça fait plus d'une vingtaine par jour. Mais c'est bien quand on veut vraiment détailler une valeur, on va lui demander pas mal de trucs, et il va nous aider justement. C'est le chat GPT spécial bourse, justement. La suite. On a également l'horizon de placement. Alors, l'horizon de placement, c'est important aussi à déterminer avant les entrées sur les actions, parce qu'on va pas avoir les mêmes temps de sortie justement et les mêmes analyses, qu'on soit court terme, moyen terme ou long terme. Alors là, j'ai mis un peu pour moi, mais généralement, ce qu'on a en horizon de placement, c'est un peu plus long. On avait des temps un peu plus longs, mais j'ai préféré raccourcir un peu, parce que dernièrement, on a la bourse qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus volatile. On a les algorithmes aussi qui ont pris beaucoup plus de place, et finalement, ce qui était peut-être long terme il y a quelques années, ça l'est plus vraiment. Alors, c'est un peu selon, mais pour moi, le court terme, ça va être quelque chose d'assez court, hein, sur de l'intraday par exemple, ou quelques jours. Donc, garder une action sur quelques jours. Le moyen terme, on va la garder peut-être plusieurs semaines ou quelques mois, et le long terme, on va viser une action plusieurs trimestres ou plusieurs années. Donc, c'est important de savoir aussi pourquoi on rentre, et généralement, on n'utilise pas les mêmes signaux. On va plutôt utiliser le technique pour du court terme, et sur le long terme, on va regarder à la fois les valeurs fondamentales de l'entreprise, mais également du secteur en général, et peut-être aussi de la macroéconomie. Donc, c'est pas pareil, mais on peut également faire des analyses sur le long terme en technique. Il suffit juste de changer l'échelle, hein. Généralement, moi, je fais des graphes en journalier. Donc, un chandelier égale un jour, mais on peut passer facilement à du hebdomadaire ou du mensuel, pour avoir finalement des graphiques identiques, mais sur une unité de temps beaucoup plus longue. La taille de position. Alors, pourquoi c'est important la taille de position? Notamment pour la gestion des émotions. On va le voir, dès qu'on a une position un peu trop importante, hein, sur une valeur, et qu'on commence à baisser, on va être impacté un peu négativement, et il va y avoir beaucoup de stress souvent, et on va pas forcément suivre le plan. C'est pour ça que c'est important justement de tailler ses positions, et de pas tailler trop gros. Plus c'est petit, plus c'est facile, hein. Quand vous avez des pertes, même en pourcentage importante,
mais finalement, en absolu, vous voyez que vous perdez pas trop d'argent, vous êtes plus enclin à rester dans le plan et à garder cette dynamique. Et souvent, ça permet de garder la tête froide et d'avoir une action qui remonte et de la tenir. Tenir, c'est moins-value plus longtemps. Donc, la gestion des émotions, ça passe aussi par la taille de position. Ne pas surinvestir, ne pas essayer de faire un coup trop fort, parce que là, dès que ça va pas aller dans votre sens, ça va être compliqué. C'est pareil, hein, quand ça va monter, vous allez avoir peut-être beaucoup d'argent en absolu intéressant, mais en pourcentage, hein, vous pourriez aller peut-être encore plus haut et ça va être compliqué. C'est pour ça que quand on fait un plan, généralement, on voit aussi on prévoit en partie la sortie et les plans pour éventuellement les je tu revenu, je t'entends. Pour voir à nouveau, hein, la capacité à sortir au meilleur moment. Donc, la gestion des émotions, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'il faut être discipliné, suivre son plan et ne pas trader à l'émotion, hein, pas parce qu'on a perdu de l'argent assez rapidement, vouloir tout de suite réinvestir, vouloir se refaire, rapidement. Il faut toujours garder, de la discipline et suivre, son plan. Voilà. Tu es là, Gilles? Là, normalement, je suis revenu. C'est bon. Désolé, des petits soucis de sang. Donc, je reviens peut-être sur les questions qu'il y a eu entre-temps. Ouais. Par rapport au temps d'achat, il y a une question qui demandait sur les achats, est-ce qu'il est plutôt préférable d'acheter le vendredi ou le lundi, selon toi? Moi, je dirais quand même plutôt le lundi parce que le vendredi, on le sait, hein, il y a 2 jours et puis des fois, il se passe pas mal de choses sur la macro. On le voit beaucoup en ce moment avec Trump notamment et donc on peut avoir des mauvaises surprises. Alors on peut avoir aussi des bonnes surprises, mais c'est un peu jouer à pile ou face. Maintenant, ça doit pas être la donnée la plus importante, hein, pour rentrer parce que, au final, ça peut jouer, mais on doit surtout, rentrer sur des signaux intéressants, sur des signaux techniques ou donnés par Investing ou des fondamentaux. Mais c'est vrai que rentrer le vendredi, c'est pas forcément la meilleure des idées parce qu'il peut se passer des choses pendant le week-end qui vont être peut-être un peu négatives. Voilà. D'accord. Et il y a Geoffrey qui demande à quel point mettez-vous l'analyse technique devant l'analyse fondamentale ou inversement? Qu'est-ce que Pour moi, c'est un peu la même chose. C'est une vision, différente d'un même patient. Quelque part, ça peut être comme, une échographie et une IRM. On va voir des images différentes, mais au final, ça va dire la même chose. Ça va raconter la même histoire. Après, il y en a certains qui préfèrent le fondamental et le technique, mais c'est lié. Ce qui se passe en termes de news, ce qui se passe en termes de fondamental quand l'entreprise gagne de l'argent, qu'elle annonce ses chiffres, on le voit sur les graphiques. Donc, au final, c'est la même chose. C'est deux aspects différents, mais d'un même problème. Donc, les deux sont utiles et généralement, quand on a les deux qui vont dans le même sens, à la fois le fondamental et le technique, on a plus de chances d'avoir raison. Sur cette question-là, généralement, si je dois donner plus de poids à l'analyse technique ou à l'analyse fondamentale, ça va surtout aussi dépendre de l'horizon d'investissement. Oui. Pour un trader intraday, les fondamentaux, on ne le regarde pas trop, mais quelqu'un qui va investir à très long terme va juste utiliser l'analyse technique pour trouver le bon point d'entrée. Oui, exactement. C'est ce qu'on disait dans le slide d'avant. L'analyse technique, ça va être plus pour gérer justement le court terme et essayer d'avoir des fenêtres intéressantes. Et si on veut se projeter beaucoup plus loin, on va rechercher les fondamentaux de l'entreprise. Donc, on peut dire que le technique, c'est plus pour le court terme et le fondamental pour le long terme. Mais c'est utile d'avoir les deux quand même et de marier les deux. Alors là, Barthélemy nous pose une question un peu aussi large. Il nous demande, du point de vue des fondamentaux, quels sont les critères de choix pour acheter une action ou vendre? Alors il y en a beaucoup, et certains, des fois, on le voit lors des résultats, il y a des chiffres qui sont annoncés qui sont plutôt bons et l'action va être vendue. Parce que certains analystes vont se focaliser sur, certains chiffres de la société et pas tout. On peut avoir un endettement, important et c'est cet endettement-là qui va un peu prendre, le pas. On l'a vu aussi dernièrement avec, Amazon, je crois.
Et les chiffres d'Amazon, ce qui intéressait les analystes et les investisseurs, c'était la division AWS. Donc, c'était la division de cloud, en fait, parce que c'était un peu la vache à lait d'Amazon dernièrement. Et c'est ce secteur-là qui était important parce qu'il était vecteur de croissance. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on va, de l'actif qu'on va trader. Et ça peut varier à chaque fois. Ok. Ouais, merci. Celle-là, je vais la prendre, hein. Il y a Boulaji qui me demande est-ce qu'Investing ne propose rien de gratuit comme Yahoo ou Google Finance? Si, complètement. Historiquement, investing.com, c'est un site de données financières et d'informations financières avec beaucoup de contenu totalement gratuit, accès totalement ouvert à tout le monde. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, on a créé ces offres-là d'Investing Pro et Investing Pro Plus pour aller plus loin, pour avoir encore plus de données, pour avoir des idées d'actions dans lesquelles investir, pour avoir ce chat GPT-là, pour pouvoir aller chercher l'information ultra rapidement et d'une manière ultra ciblée. Donc la force, hein, comme on parlait Aurélien tout à l'heure, de l'intelligence artificielle chez Investing, c'est qu'elle est très bien sourcée et tout est en temps réel. Quand on dit, hein, pour donner un chiffre, j'avais lu un commentaire, toutes les données sont disponibles gratuitement sur Yahoo Finance. Toutes les données qui sont gratuites sur Yahoo Finance ou autres qu'on trouve gratuitement, généralement, on va aussi les retrouver totalement gratuitement sur investing.com. Sur Investing Pro, c'est vraiment pour avoir une utilisation un peu plus ciblée sur les données qu'on ne trouve pas ailleurs, hein. Bon, on paye plusieurs millions de dollars pour avoir ces données-là de très haut niveau en temps réel et sur lesquelles on peut vraiment fouiller. La différence, comme on a parlé aussi, Aurélien, entre Pro et Pro Plus, sur Pro, on va avoir une centaine de données, donc toutes les données gratuites, plus d'autres, on va dire, basiques. Et l'intérêt d'aller Pro Plus, si vous êtes vraiment quasiment professionnel de l'analyse fondamentale. Il y a intérêt à aller chercher un plan Pro Plus si vraiment vous connaissez l'analyse fondamentale. Donc, vous pouvez profiter de ces 1200 données financières auxquelles vous avez accédé. Vous pourrez accéder. Donc, voilà, c'est selon vos préférences. Si vous êtes, entre guillemets, débutant, un pro suffit très largement. Si vous avez des connaissances beaucoup plus avancées sur l'analyse fondamentale, que vous pouvez utiliser ces données financières-là très avancées, il y a un intérêt à passer à du Pro Plus. Et je ne sais pas si tu en as parlé en ce moment, en plus, pour les soldes d'été, on est à moins 50%. Et vous avez un code de réduction que vous pouvez retrouver aussi dans le lien de la description pour avoir une réduction supplémentaire pour ceux qui participent à ce webinaire, justement. Voilà, je ferme la parenthèse. On revient au sujet du webinaire. Tu as d'autres questions ou on continue le slide? Vas-y, continue, je te mettrai d'autres questions un peu plus tard. Ok. On les laisse pour après. Donc, on va passer maintenant à la construction du portefeuille, hein, toujours dans l'optique d'avoir un plan et de ne pas gérer un peu n'importe comment son portefeuille. Vous avez certainement entendu parler de diversification. La diversification, c'est quoi? C'est notamment le nombre de lignes, hein. On va faire simple. Si vous avez 100% de votre portefeuille investi sur une seule action, par exemple, on va dire Air Liquide, vous n'êtes absolument pas diversifié. Le but, c'est d'avoir plusieurs lignes. Alors, plusieurs lignes, ce n'est pas plusieurs actions, hein, c'est des actions différentes. Une ligne, ça peut être une action Apple, une action Air Liquide, 10 actions Crédit Agricole, 15 actions Nvidia, ça vous fait 4 lignes. C'est le nombre d'actions différentes. Donc, le but, c'est ça. C'est d'avoir un nombre d'actions relativement important pour ne pas être tributaire d'une seule ou deux actions qui vont énormément impacter le portefeuille. Alors, généralement, on dit qu'un portefeuille plutôt bien construit, c'est entre 10 et 20 lignes. Après, ça peut varier, hein, ça peut être un peu moins de 10, un peu moins de 20, mais c'est le nombre généralement admis. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gilles, mais généralement, c'est… Oui, autour de ces eaux-là, oui. Il ne faut pas avoir trop de lignes, sinon après, on peut avoir du mal à toutes les suivre, surtout quand on débute.
Ouais, alors il y a ça forcément, il y a le fait de pouvoir, gérer ses actions et puis il y a aussi, si on a trop de lignes, au final, heu, déjà on va payer beaucoup de frais parce qu'entre les achats et les ventes, multipliés, vous avez à chaque fois des frais, hein, pour entrer et sortir et un nombre de lignes important, ça va, lisser vraiment la performance et au final, vous allez avoir quelque chose de ça va pas être du stock picking, ça va pas être, une gestion intelligente parce que vous n'allez pas, chercher le meilleur de ce qui se fait en bourse. Vous allez avoir un peu de tout et votre performance, elle va être relativement moyenne. Donc elle devrait suivre un peu, les indices et elle peut même sous-performer si vous avez, mal géré certains secteurs, que ce soit géographiques ou autres. Donc la diversification, c'est ça, c'est avoir, plusieurs lignes, mais là aussi, pas n'importe lesquelles, puisque si vous avez, une ligne Apple, une ligne Amazon, une ligne, on va dire, sur les semi-conducteurs, hein, ASML Holding, ASM International, Reaber, Taiwan Semiconductor. Alors vous allez avoir, 8 ou 10 actions différentes, mais ça va être le même secteur. Donc là, vous ne serez pas diversifié non plus. Donc c'est important d'avoir des actions différentes, mais aussi de secteurs différents, de jouer par exemple la santé, de jouer la technologie, de jouer les industries, d'essayer d'avoir un peu comme ça et ce qui est intelligent de faire, c'est d'essayer de surpondérer un peu les secteurs qui fonctionnent bien ou qui ont une bonne tendance. Par exemple, on peut parler de l'IA, hein, récemment, avec ce qui se passe aussi sur les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle depuis plusieurs années et là même aussi depuis quelques semaines, on a, toute, l'IA, toutes les valeurs en relation avec l'IA qui fonctionne bien. Donc c'est bien peut-être de surpondérer un peu cette zone-là. On peut aussi surpondérer des valeurs, notamment sur l'armement européen, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'investissements. Donc c'est ça, le but de la construction d'un portefeuille, c'est d'être diversifié, un minimum pour éviter justement les catastrophes. Parce que si vous avez que 2 actions et puis qu'elles se cassent la gueule, bah, tout votre portefeuille va être planté. Après, ça peut être aussi une stratégie, mais c'est risqué et je voulais juste revenir, ouais, sur la diversification, notamment quand on a un petit portefeuille, il vaut mieux, éviter trop de diversification. C'est-à-dire qu'on va essayer plutôt de faire grossir le portefeuille. Plus on a un budget faible, plus il va falloir quand même réduire les lignes pour justement prendre un peu plus de risques et ne pas avoir une performance lissée. Par contre, quand vous commencez à avoir un portefeuille plus intéressant, il va falloir mieux gérer et notamment mieux gérer le risque. Donc là, il faut diversifier et avoir entre 10 et 20 lignes. Mais quand on débute et qu'on a vraiment un petit portefeuille, c'est mieux quand même d'avoir peut-être moins de 10 lignes pour essayer de surperformer un peu, quitte à prendre du risque, parce que finalement, le pourcentage gagné va pas être assez important en termes de valeur absolue. Et enfin, c'est toujours important de garder un peu de cash dans le portefeuille, notamment lors des baisses, parce qu'on sait qu'il y a toujours des baisses et ça peut être important et intéressant de renforcer notamment des valeurs sur lesquelles vous êtes, qui sont toujours, dans le plan, sur lequel la baisse a été peut-être un peu excessive ou alors acheter d'autres valeurs qui vous faisaient envie, mais qui étaient peut-être un peu trop chères, hein, dernièrement. Donc, toujours essayer de se garder quand même une part de cash dans le portefeuille pour essayer d'avoir des bonnes affaires à faire. Voilà. J'ai eu une précision de Corinne qui avait posé la question quel est le meilleur moment pour acheter. En fait, elle cherchait à comprendre est-ce qu'il vaut mieux acheter quand le prix de l'action baisse ou quand le prix de l'action monte. Là, ça devient un peu plus précis, plus intéressant. Alors, on va revenir sur des graphes. Alors, quand ça monte ou quand ça baisse, il faut essayer déjà, quand on fait une analyse technique comme ça, plutôt dézoomer, c'est-à-dire avoir un regard assez loin. Là, on voit par exemple on a les moyennes mobiles, hein, notamment, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en analyse technique, c'est les petits pointillés. Alors, la plus longue et une des plus utilisées, c'est la moyenne mobile 200. C'est celle qui est en rose ici. Ça veut dire que c'est le cours moyen de l'action sur les 200 dernières séances. Là, on est en journalier, donc c'est le cours de l'action sur les 200 derniers jours. On est au-dessus, on le voit la plupart du temps, hein, sauf cette période-là, mais on voit que tout ce cours-là, on est au-dessus, parce que les petits pointillés, ils sont là. Ça veut dire que l'action est haussière sur le long terme. Il y a une règle qui est importante et souvent qui est pas trop comprise quand on débute,
mais qui se retrouve à chaque fois, hein, statistiquement. Une action haussière a plus de chances de continuer à monter et une action baissière a plus de chances de continuer à descendre. C'est pour ça que, on va plutôt quand même privilégier des valeurs qui montent, donc des valeurs qui sont au-delà de leur moyenne à 200 par exemple, donc au-delà des petits pointillés roses, on le voit, ou même, de jouer la cassure, hein, de ces pointillés, ça peut être intéressant. Ce qui se passe, c'est qu'on va le voir avec, heu, par exemple, Téléperformance. On le voit, on était haussier pendant un moment, pendant très longtemps et là, on va zoomer, on a un cours, hein, qui continue de monter et puis là, on va casser la moyenne à 200 notamment et on va faire un cycle baissier. On va avoir une tentative de reprise, hein, de rebond au-delà de la moyenne à 200 et on a un échec et là, généralement, c'est assez mauvais signe parce qu'une action va devenir baissière sous sa moyenne à 200 et on voit que derrière, elle a énormément baissé. Là, on était en 2022 et elle va baisser, elle va baisser, elle va baisser et on voit que la perte est énorme parce qu'on était ici sur les 317 et on est arrivé sur les 79. On a perdu 75. Donc, il vaut mieux acheter des actions haussières. Après, il vaut mieux gérer au mieux avec notamment ce qu'on disait, hein, les signaux d'achat, que ce soit les cassures de résistance, les biseaux descendants, etc. Là, on le voit sur Nvidia. On a des signaux intéressants pour acheter, et notamment celui-là avec un gap haussier, une cassure de moyenne à 200 et l'action redevient haussière. Et là, la moyenne à 200 n'a pas vraiment eu le temps de s'infléchir. Donc, on est plutôt toujours dans une force, une zone de force sur cette valeur-là. Et c'est pour ça qu'il faut plutôt éviter d'acheter les valeurs qui descendent, qui descendent, qui descendent. On se dit, ah, le prix va devenir intéressant, ça va forcément remonter, mais non. C'est pas comme ça que ça marche malheureusement, hein. Une action qui descend, il y a des raisons pour lesquelles elle descend. Et des fois, bah, elle est obligée, même pour survivre, de faire des augmentations de capital. Donc, elle va encore diluer la valeur. Ça ne se voit pas forcément sur le graphe, mais si vous êtes actionnaire, bah, vos actions elles vont être divisées par 2 ou par 3. Donc, plutôt quand même privilégier des valeurs, surtout quand on débute, des actions qui ont tendance à monter. Parfait. Elle a utilisé aussi les termes d'actions sous-évaluées ou surévaluées. Là, c'est clairement, il vaut mieux aller chercher plutôt des actions sous-évaluées que surévaluées. Mais c'est pas, comme tu l'as très bien dit, c'est pas parce qu'une action est sous-évaluée qu'elle va remonter. Oui, exactement. Et puis des fois, on a des PER délirants, on le voit sur Palantir, alors même sur Nvidia. Des fois, les données sont complètement délirantes par rapport aux autres, mais bah, ça continue à monter. Donc, en fait, c'est un signal à avoir, mais parmi d'autres, ça englobe aussi d'autres signaux. Donc, il ne faut pas se focaliser sur un seul signal. Malheureusement, il n'y a pas de formule magique. Oui, sinon, on serait tous millionnaires, sinon. Ouais. Ouais. Et c'est là que on revient aussi à l'intérêt d'utiliser aussi conjointement l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et quand on a une cohérence entre les deux, c'est là qu'on a les opportunités peut-être les plus intéressantes. Exactement. Alors, on avait Stéphane qui demandait quels sont vos 4 indicateurs préférés en analyse technique. Alors, mes indicateurs préférés, ça va être, bah, on les voit à l'écran, on va les détailler un peu. Les volumes, c'est très important parce que ça va vraiment nous indiquer si, les gros investisseurs, si le public, si, vraiment beaucoup de monde s'intéresse à une valeur et on le voit ici, notamment quand on a des pics de volume, par rapport forcément à sa valeur, hein. Il y a des fois des volumes, ça va être 800 millions là pour, Nvidia, pour d'autres, actions plus petites, mais on va avoir des pics de volume à 10 000 ou 100 000. Ce n'est pas important. L'important, c'est vraiment de voir par rapport à la valeur. Donc, les pics de volume sont intéressants. On le voit ici, hein, dès qu'on dépasse la zone un peu moyenne, on peut se dire il se passe quelque chose. Alors, ça peut être à la hausse comme à la baisse, mais les volumes, généralement, ça ne trompe pas. Là, on avait le 7 avril, hein, avec le moment où Trump a rebroussé chemin sur les taxes douanières. Et on a eu énormément de volume, on le voit, de rachat pendant plusieurs jours. Donc, les volumes, quelque chose d'important. On a également la MACD. MACD, c'est Moving Average Convergence Divergence. Donc, c'est un signal un peu d'inversion de tendance qu'on peut voir, notamment quand on a des croisements de lignes. On va zoomer aussi. Et alors là, c'est plus court terme, mais généralement, quand on voit des croisements de lignes, alors là, on a eu beaucoup de faux signaux, mais quand on a la ligne bleue, hein, qui vient croiser la ligne rouge, c'est plutôt un signal d'achat. Alors,
c'est encore plus intéressant quand on a eu des moments qui ont duré longtemps. On le voit ici, là, ça a duré longtemps, où on a la ligne bleue en dessous. Donc, on va descendre, on va descendre, on va descendre. Et là, on va avoir l'inversion de tendance. Donc, on a les istos rouges qui vont devenir verts et le croisement ici. Et ça correspond à peu près à ce qui s'est passé au niveau du rebond. Donc, la MACD avec le croisement de lignes, les istos rouges qui deviennent de plus en plus petits, peu avant les verts, c'est généralement aussi un signal intéressant court terme pour rentrer. On a le RSI. Alors, on peut avoir les cassures d'oblique RSI, hein, comme les cassures sur les graphes, sur les cours. On peut, quand on casse l'oblique RSI, généralement, ça précède un peu les prix. Moi, c'est un indicateur que j'aime bien. Mais sinon, le RSI, alors, ça peut avoir plusieurs significations aussi. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Mais en gros, on a un cours qui évolue généralement entre 30 et 70. Et quand on est au-delà de 70, donc c'est au-delà de la ligne bleue ici, horizontale, on est en surachat. Donc, on voit que là, il y a beaucoup de monde qui achète. Ça veut dire qu'on va probablement avoir un réajustement à la baisse. Alors ça, c'est pour la théorie, mais souvent, on a les meilleures périodes, justement, les plus grosses poussées dans la période de fort RSI. Des fois, on peut rester plusieurs jours, plusieurs semaines sur un RSI à 70, 75, 80. Donc là aussi, il faut faire attention. On a une période de momentum qui peut être intéressante et justement sur laquelle il ne faut pas lâcher. Mais à la fin de cette période, et généralement quand on recasse le RSI sous les 70, ça peut être aussi un signal intéressant pour sortir. Et puis à l'inverse, quand on est sous les 30, on est en période de survente. Donc l'action est largement vendue, peut-être trop. Donc on peut s'attendre, une fois quand on remonte les 30, donc c'est la deuxième ligne bleue là, quand on casse à la baisse et qu'on remonte au-dessus des 30 au niveau RSI, probablement intéressant de rentrer, hein, pour jouer un rebond au moins technique sur la valeur. Et puis forcément les moyennes mobiles, en plus des obliques, hein, que je trace sur les plus hauts, les plus bas, les biseaux, on a les moyennes mobiles qui sont intéressantes, notamment le croisement. Alors, le but, c'est quand même d'utiliser les moyennes mobiles que tout le monde utilise. Donc, a priori, hein, 20 jours, 50 jours, 100 jours, 150 jours et 200 jours. Les plus importantes pour moi, c'est 200 jours, c'est la moyenne mobile la plus longue, plutôt long terme, mais c'est celle-là la plus importante. Et puis après, on a 20 et 50 qui sont des indicateurs court terme intéressants, notamment quand on revient à casser la moyenne à 20 à la baisse. Là, on le voit sur Nvidia, on monte, on monte, on monte, on est toujours haussier. Par contre, quand on va casser la moyenne mobile à 20 jours à la baisse, on pourra se poser la question peut-être pour sortir justement. Donc, voilà mes indicateurs préférés. Volume, MACD, RSI et moyenne mobile et traçage de support. Merci Aurélien. Toujours Stéphane, et toujours par rapport un petit peu à l'analyse technique, qui demande: utilisez-vous les produits dérivés avec effet de levier? Si oui, jusqu'à quel niveau de levier à peu près? Et est-ce que tu utilises des stratégies long short? Tu shortes aussi le marché? Alors oui, ça m'arrive sur les produits à effet de levier. Alors, faut savoir quand même que c'est des produits à utiliser sur le court terme. Parce que si le marché ne va pas dans votre sens, généralement, vous allez déjà perdre une grosse partie, hein, du levier. Et chaque jour, il y a une réévaluation un petit peu qui va vous faire perdre en pouvoir d'achat ou en capital un peu. Donc, c'est vraiment pour jouer les gros mouvements très forts plutôt sur quelques jours. Plus le levier est important, plus vous allez avoir à jouer du court terme. On peut évidemment prendre des gros leviers des fois. À ce moment-là, on ajuste avec une ligne peut-être moins importante, hein. On va pas mettre l'équivalent du 10% du portefeuille avec un levier à 10 ou 15%. Ce serait un peu suicidaire, mais oui, ça peut m'arriver, notamment, hein, peut-être sur des actifs un peu moins volatiles, ou alors quand il y a beaucoup de montées. Je pense notamment au CAC 40, où on a des pourcentages qui vont pas être forcément intéressants, mais on va avoir des signaux peut-être un peu plus sûrs sur un indice. Donc là, c'est utile justement d'utiliser du levier pour jouer la hausse ou la baisse du CAC 40. Après, on peut jouer des leviers 5, 10, mais il faut savoir, hein, qu'on prend un levier 10, donc 10%. S'il y a une baisse de 10%, votre ligne, elle est rectifiée, elle ne vaut plus rien. Donc il faut faire attention, il faut anticiper évidemment les baisses et la volatilité éventuelle pour ne pas se faire sortir, et tailler la position aussi en conséquence.
On sort un petit peu de l'investissement long terme et on entre dans une logique un peu plus trading, un peu plus risquée, avec l'effet de levier et les ventes à découvert. Alors, j'ai une question sur Investing Pro que je vais y répondre rapidement. Aurélien qui demande est-ce que Investing Pro est utile pour le court terme? Pas tellement, très honnêtement. Pour le moment, c'est très orienté analyse fondamentale et il y a très peu d'analyse technique, on va en rajouter, mais en l'état, maintenant, c'est beaucoup plus de l'analyse fondamentale et comme on le disait, l'analyse fondamentale, c'est plus utile dans l'investissement moyen terme, long terme. Donc, pour les traders court terme, intraday, il n'y aura pas beaucoup de choses, beaucoup d'informations utiles sur Investing Pro. C'est beaucoup plus orienté sur des stratégies, sur les actions à moyen et long terme. Il y a Warren AI, une intelligence artificielle qui peut donner des réponses si on lui pose des questions sur l'actualité, sur les indicateurs techniques à court terme, sur les actions, sur les obligations, même sur les crypto-monnaies, sur le forex, les devises, mais ça s'arrête à ça. Et très honnêtement, je ne sais pas si c'est utile de prendre un abonnement pro pour du trading. À l'heure actuelle, non, mais on est en train d'améliorer le service pour justement incorporer des fonctionnalités de trading et notamment d'analyse technique. Et aussi en lien qui me demande est-ce que les 20 valeurs d'Investing Pro sont par secteur? Il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs pays, donc il y a une diversification géographique et une diversification sectorielle, bien évidemment. Il y a plusieurs secteurs dans toutes les stratégies. Donc les stratégies sont axées par pays et dans chaque stratégie dans le pays, il y a plusieurs secteurs, bien évidemment. Une sélection de 20 actions, versement. Il y a une bonne représentation diversifiée des secteurs. J'ai vu une question sur la Suisse, sur les Propix. À l'heure actuelle, il n'y en a pas, mais ça va arriver très, très vite. Peut-être d'ici la fin du mois, on va rajouter d'autres pays, dont la Suisse, des pays nordiques, aussi des pays en Asie et en Amérique du Sud. Donc, on va compléter l'offre, mais au jour J, maintenant, il n'y a pas la Suisse. Alors, on a Atelier qui te demande, Aurélien, dans la diversification et la taille des positions, quid des ETF? Est-ce que les ETF sont intéressants pour cela? Ah oui, bien sûr, on peut intégrer une stratégie ETF avec sa stratégie de stock picking. L'intérêt, c'est de pas trop avoir des ETF qui vont être doubles par rapport aux actions qu'on a. Par exemple, si on a des actions Apple, Nvidia, etc., on ne va pas prendre un ETF en plus axé sur la technologie, sur les techs ou sur l'IA. On va plutôt essayer d'avoir quelque chose de différent. Oui. Donc, un secteur, par exemple, qu'on ne connaît pas trop. On a des ETF super, notamment sur des pays étrangers comme l'Inde ou comme la Chine ou comme les pays émergents. Et là, c'est plus difficile justement d'avoir accès à ces actions-là et même à ces informations-là. Par contre, sur les pays, on a beaucoup plus de données. Donc, ça peut être intéressant de s'exposer justement à ces pays-là en achetant des ETF sur des secteurs géographiques. Mais on peut très bien acheter des secteurs techniques et particuliers, mais il faut éviter que ça fasse doublon avec déjà les actions qu'on a en portefeuille. Généralement, les ETF, on va dire que c'est une gestion passive à très long terme. Si on fait juste acheter l'ETF et l'oublier. Et là, comme tu as dit, on va vraiment lisser les performances et peut-être sous-performer le marché, les indices de référence, alors que dans du stock picking, on va essayer d'être un peu plus sélectif pour aller chercher la surperformance. On devait faire une différence entre les deux. Oui, parce qu'un ETF, ça va déjà être géré par quelqu'un d'autre avec généralement un panier un peu d'actions. Donc, c'est quelque chose qu'on ne regarde pas forcément tous les jours et sur lequel on ne va pas trader à proprement parler. Donc, c'est plutôt dans une optique un peu plus long terme. Thierry qui nous demande dans les Propix, on met le même montant chaque valeur achetée ou sinon comment détermine-t-on le montant à allouer à chaque valeur du Propix? Donc il y a une liste d'actions sur les Propix, mais généralement on ne recommande pas de tout acheter. On n'aime pas trop le présenter comme une solution
où il faut tout prendre, hein. Donc, il y a une liste d'actions, il y a le raisonnement pourquoi on les a choisis, et l'idée, hein, il y a 36 stratégies au total. Donc, l'idée, c'est vraiment de fouiller là-dedans, de regarder les actions qui sont proposées, qui sont déjà, voilà, qui ont un potentiel de hausse, qui sont intéressantes, et derrière, regarder les raisons et de se construire son propre portefeuille à partir de ces actions-là. Les performances qu'on calcule sont équipondérées, donc c'est le même montant pour chaque action. Sinon, pour le montant alloué à chaque valeur de Propix, là aussi, soit une valeur égale ou aller chercher, comme vous l'a expliqué Aurélien, des stratégies d'allocation, des tailles de position, hein, pour construire un portefeuille équilibré euh, parmi ces actions-là. Alors, Michel qui demande, est-ce que vous conseillez de garder des actions comme Amazon, Nvidia, Coca-Cola, etc. sur du très long terme, voire encore quelques années? Alors, sur du très long terme, on n'a pas forcément la capacité à anticiper assez loin. Après, il y a quand même des indices sur les investissements qui ont été faits dernièrement dans la tech, dans l'IA, dans les subventions aussi américaines. Ça pourrait être intéressant. Après, ce qu'il faut voir toujours, c'est le niveau de valorisation, parce que même si on a une valeur qui est intéressante comme Nvidia, elle commence à avoir un niveau de valorisation par rapport à ce qu'elle gagne, par rapport à sa croissance, qui est un peu élevé. Elle a aussi des concurrents qui risquent de lui prendre des parts de marché, et ça va être un peu compliqué. C'est ce qu'on a vu aussi avec les spécialistes des sémaglutides, hein, c'est Novo Nordisk et Eli Lilly, qui sont spécialistes dans les traitements anti-obésité. Ils étaient un peu seuls au début, donc on a eu des poussées impressionnantes, et puis on a eu des niveaux de valorisation qui sont arrivés peut-être un peu trop élevés, et on a eu en plus l'arrivée de concurrents. On a eu la baisse des prix. Donc on voit, hein, quand il n'y a personne sur le marché et que le marché est porteur, ça monte. Et puis à un moment, ben, on arrive à un niveau de valorisation tel que c'est compliqué. On arrive à des baisses de coûts, des baisses de remboursement. Et puis il y a d'autres acteurs qui viennent sur le marché parce que c'est un marché qui est intéressant. Donc là, on le voit sur Novo Nordisk, hein, on avait monté énormément de 240% par exemple. Et puis après, là, on perd 58%. C'est possiblement ce qui peut se passer sur Nvidia. Et sur le long terme, c'est compliqué d'apporter une réponse un peu ferme et définitive, parce que ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Ouais. Sur D'où Coca-Cola. l'intérêt de toujours, hein, suivre c'est ce qui se passe, d'être prêt à rééquilibrer, de garder du cash de côté. Voilà. Quand ça baisse, on peut réagir. Ok, parfait. Je te laisse poursuivre. Mais pour les questions, c'est bon pour le moment. S'il y en a d'autres, j'en reviens vers toi. Et enfin, le pyramidage. Alors oui, c'est intéressant, le pyramidage, c'est un peu moyenné à la hausse. Généralement, ce que fait un débutant, quand on voit une action qui commence à descendre, il a acheté par exemple à 100, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend à 80, il va la racheter, il va mettre le même montant et il va se dire, j'ai un PRU, un prix de revient unitaire, qui va être à 90, donc il va me falloir qu'il y ait un petit rebond par rapport au gros rebond pour entrer dans mes frais. Et puis ça continue à baisser. Donc au final, il a une ligne perdante, et il a une ligne perdante qui va être de plus en plus importante. Mais c'est un biais cognitif qu'on a, hein, de penser que finalement, plus ça baisse, plus c'est intéressant d'acheter. C'est rarement le cas, hein, parce qu'on l'a dit, une action qui baisse a plus de chances de continuer à baisser, et inversement, une action qui monte a plus de chances de continuer à monter. Et ce qu'il faut faire, c'est plutôt l'inverse, c'est moyenner à la hausse, ou le pyramidage, c'est-à-dire ne pas rentrer à 100% sur une action en un coup, mais plutôt en plusieurs fois. Et à chaque fois que le marché nous donne raison, on peut par exemple se réinvestir. On va donner un exemple. Par exemple, si vous rentrez sur Essilor, Luxottica, on avait des signaux intéressants ici sur les 215. Suite à la cassure, on pouvait rentrer une première taille de position, on va continuer de monter. On a une deuxième phase ici de congestion un peu, avec une résistance à 234, et on la casse. Là aussi, ça peut être un deuxième signal. C'est ça, c'est à chaque fois que le marché nous donne raison, continuer à augmenter la position. Si vous voulez rentrer sur 10 000 € par exemple d'Essilor,
bah, vous rentrez par exemple sur 4 000 € la première fois, 3 000 € une deuxième fois, et puis encore après 3 000 € tant que le marché vous donne raison. Et comme ça, vous avez une ligne qui va grossir et qui va être plus facile à gérer aussi en termes d'émotion. Et puis quand vous avez des signaux de vente, bah, vous allez plutôt vendre. Mais c'est ça, c'est plutôt la psychologie inverse, c'est-à-dire ne pas rentrer à 100% sur une action, se garder du cash. Comme ça, si ça descend, bah, votre pas le pourcentage, mais la valeur absolue, elle va être plus facile à gérer. Et si vous avez raison, si vous avez des nouveaux signaux d'achat, bah, vous renforcez sur votre valeur. D'où l'intérêt aussi d'avoir du cash et de ne pas se rentrer à 100%. Donc le pyramidage, finalement, c'est l'inverse de moyenner à la baisse, ça va être moyenner à la hausse. Et enfin, on va parler de la sortie. La sortie, bah, comment vendre finalement, c'est ce qui est le plus dur, hein, parce que acheter, c'est relativement simple finalement. Et la sortie, comment on fait, hein? Est-ce qu'elle est totale? Est-ce qu'elle est partielle? Est-ce qu'elle est sur échec? Est-ce qu'elle est sur des stops? Il y a aussi une part de réévaluation, hein. Des fois, ça va mieux que prévu. On peut rester plus longtemps sur des news ou autres. Et des fois, il vaut mieux alléger ou carrément sortir. Là aussi, on va voir quelques exemples, notamment pour essayer de sortir au mieux. Alors, on va prendre des niveaux, des analyses techniques. On avait hop, sur Airbus. Alors, par exemple, on le voit ici. On va zoomer. On a une période ici, hein, un peu en biseau descendant, et puis un plus bas sur les 83. Et on va commencer à monter. On le voit, on a beaucoup travaillé cette zone-là sur les 88. Et on va faire un échec sur les 113. Et cet échec-là, il va durer longtemps. Échec, échec. Et derrière, on descend, on descend, on descend. Ce qu'on peut voir généralement, c'est quand on casse ce genre de phénomène, c'est la hauteur, hein, la taille qu'on a entre le plus bas et le plus haut. Et cette taille-là, cette flèche-là, on va la reporter au niveau de la cassure. Là, on a une oblique baissière et on a la cassure qui va se faire ici, autour du 27 octobre. Donc là, on peut avoir un objectif, c'est ça, c'est finalement l'écart qu'on avait entre le plus bas et le plus haut, qu'on remet au niveau de la cassure. Et on voit, hein, la taille de la flèche, c'est la même. Et bizarrement, ou plutôt pas bizarrement, bah, c'est ce qui s'est passé quasiment au point près, c'est-à-dire qu'on est monté et on a tapé l'objectif, hein, sur la flèche autour des 130, qui correspondait en plus à un ancien plus haut, à une ancienne résistance. Donc là, sur Airbus, on avait par exemple un objectif des 130. Quand on cassait ici les 99, hein, les 100, on pouvait avoir l'objectif et on voit, on monte, on monte, on monte. Et ici, on pouvait vendre. Et on est resté 2 jours dessus sur l'objectif et après on a eu plus de mal et on le voit, on est resté plusieurs mois avant de revenir sur ces niveaux-là. Donc ça peut être comme ça des niveaux techniques intéressants à jouer sur objectif. On a également des fois des faux départs et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de vendre des fois si ça rentre pas dans son plan. On va regarder Michelin. Là, on a une belle oblique sur Michelin avec le plus haut, avec le rebond technique et avec le troisième rebond. On a l'oblique qui est validée parce qu'on a 3 points d'impact. Donc le but maintenant, c'est de la dépasser. Dès qu'on la dépasse, normalement, on a un signal d'achat favorable. On va zoomer. Ici, on le dépasse, mais on n'a pas encore un chandelier, donc c'est pas bon. On le recasse, on est dessus. Ici, on le dépasse, mais le chandelier n'est pas tout à fait au-dessus. Et là, il est au-dessus à partir du 29 mai. Donc là, on a un signal d'achat. Donc on peut se dire le lendemain, par exemple, on achète, ou le soir, on achète. Mais malheureusement, 2 jours après, on va recasser l'oblique à la baisse et on a potentiellement l'occasion de sortir. Après, on peut peut-être s'entêter un peu et se dire je reste en regardant la moyenne à 20, mais la moyenne à 20, on va aussi la casser. Donc là, on a un signal de vente. Et c'est ce qu'on disait, c'est pas grave, hein, il faut se mettre des stops parce que sinon, bah, vous êtes emporté un peu plus bas et on ne sait pas ce que ça va faire, hein. Potentiellement, ça rebondit, mais des fois, ça n'arrête pas de baisser. Donc,
Se mettre des stops quand on achète une action, quand on va sortir du plan. Là, le plan, c'était quoi? C'était de casser l'oblique ici et de rester au-dessus. Généralement, quand on casse une oblique, on reste au-dessus et on repart après. C'est ce qu'on a vu sur Essilor dernièrement. On a cassé l'oblique. Alors, on est descendu, mais on voit qu'on est toujours resté au-dessus. Cette oblique de correction-là, qu'on a cassé ici le 13 mai, on est toujours resté au-dessus. Donc, on est resté dans le plan. Il n'y a aucune raison de sortir si on a acheté ici. On a rebondi juste en dessous de la moyenne à 200. Et puis, dernièrement, on a eu l'annonce avec Meta Platform et on repart. Donc là, on est toujours dans le plan. Voilà. Et oui, il y a 2 CRSI aussi. Et donc, sur 2 CRSI, pareil, hein, on le voit, on a eu cette grosse période ici avec les 5,16 qui faisaient résistance. On a eu la période de congestion. On a eu une première sortie ici, éventuellement pour acheter. On a eu un échec sur les 5,16, une nouvelle oblique de correction et une nouvelle sortie ici avec beaucoup de volume. Là, évidemment, on peut acheter. Quel objectif de sortie on peut avoir? C'est pareil, on a environ la hauteur ici entre les 3,5 et les 5,16. Ça fait la même hauteur que les... On peut le faire avec une flèche, hein. C'est cette flèche-là. Le but, c'est de la répliquer et se dire, le marché va jouer à peu près la même chose. Et là, bizarrement, on arrive sur un ancien point de résistance. Donc, le but, quand on casse ici ou quand on s'investit ici, hein, autour des 4 €, c'est d'aller jouer la résistance à 6,83. Et on a fini par aller la chercher. Et là, on peut se dire peut-être prise de bénéfice total ou partiel. Et on va peut-être arbitrer en ce sens selon la force de la valeur. Et là, on serait plutôt en prise partielle. Pourquoi? Parce que déjà, on est haussier long terme. On a fait un gap récemment, donc il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de volume. Et on peut se dire peut-être on va vendre que la moitié sur ces niveaux-là, sur 6,83, et on va laisser le reste parce qu'il y a encore un gros potentiel de hausse. Et si on revient sur les 6,83 par exemple, avec le reliquat de la position, il faudra peut-être vendre si on casse à la baisse. Donc c'est ça, c'est avoir des objectifs et puis voir si toujours on a une tendance assez forte qui mérite de rester ou pas. Voilà. Je t'entends pas, Gilles. C'est normal, j'ai coupé mon micro. On va prendre quelques questions avant de terminer, hein. Ouais, là c'est la fin. Ouais. Alors il y a Stéphane toujours qui est au taquet, qui demande si tu as quelques techniques de cash management, de money management à partager. Pas vraiment, non. C'est ce qu'on a dit au début, notamment sur la construction de portefeuille. C'est essayer toujours de se garder du cash, même si c'est pas toujours possible. Après, des petits ajustements, ça peut être justement quand on n'a pas trop de cash disponible et qu'on a envie d'investir, peut-être jouer sur des valeurs court terme avec un effet de levier. Comme ça, si on est gagnant, on va rapidement prendre ses gains, et si on est perdant, on va sortir et on va pas non plus surcharger le portefeuille. Donc ça peut être comme ça des petites astuces pour essayer de rester impliqué sur le marché, même quand on est déjà bien exposé. Sur ça, justement, le money management, il va avoir un peu moins d'importance et d'impact que sur du trading, où on conseille généralement, par exemple, de prendre pas dépasser 2% de risque sur. Mais ça, c'est des techniques de money management qui s'appliquent beaucoup plus au trading de court terme qu'en dans une vision d'investissement long terme, je pense. Oui, quand on prend des positions qu'on n'est pas forcément sûr au début, on peut essayer d'évaluer les risques et se dire, par exemple, souvent on fait entre 1 et 3%. C'est-à-dire que si on achète et que dans les jours suivants, on va commencer à baisser de 3%, vaut mieux quitter la position et c'est pas grave, y revenir après. Et une question aussi sur le pyramidage, justement. Ne pensez-vous pas qu'il faut alléger ou consolider les positions en fonction des éléments fondamentaux principalement, au lieu des techniques, je pense? Je ne sais pas qu'il faut alléger. J'ai pas compris la question. Pour gérer les positions, justement, dans la technique de pyramidage, est-ce qu'il vaut mieux pas se baser sur des données fondamentales que sur des données techniques? Je
Bon, c'est ça, mais la technique du pyramidal, justement, elle se base complètement sur l'analyse technique à la base. Donc, Ouais, je vois pas trop, ouais, non, pas vraiment. ouais. Moi, j'utiliserai Comme, pas ça parce que, sur les données, fondamentales, ça va être surtout sur les résultats trimestriels. Donc, quelque mm, part, on va le voir aussi sur le niveau technique. On aura des forts rebonds ou des mm, baisses. ouais. Donc au Ça final, va se répliquer très, très rapidement sur les cours, ouais. sur le cours boursier. Hmm. Alors, deux questions qui sortent un petit peu du sujet, mais intéressantes. Une première de Christophe qui dit qu'entre un PEA et un compte titre, est-ce que tu as une préférence peut-être selon l'horizon d'investissement sur la durée? Alors le PEA, ouais, c'est mieux pour le long terme évidemment, hein, parce on va plutôt, jouer alors il y a aussi une fiscalité plus avantageuse si on reste longtemps. Donc un PEA, ça va permettre quand même d'avoir, plus des actions, européennes, mais on va avoir une fiscalité intéressante et on va gagner là-dessus. Après pour, le court terme et peut-être plus de trading et accès à plus d'actions, américaines ou autres, c'est toujours utile d'avoir un compte titre ordinaire, hein, qui permet d'avoir, plus de titres, de gérer aussi des produits à effet de levier, par exemple. Et c'est bien d'avoir les 2 justement pour garder la possibilité d'avoir toutes les options, et toutes les actions possibles. C'est ce que j'allais dire. Et une toute dernière question, comme si, je ne sais pas si tu vas de mémoire, tu vas en avoir en tête, sinon on va les inviter à rejoindre ta chaîne YouTube, hein. Le lien est juste en bas, Aurélien Blandel Trading. Je l'ai ici, hein, ta chaîne YouTube. Pour répondre à cette question, plus tard, hein, dans un de tes lives, la question c'est une ou deux suggestions de livres de chevet sur l'analyse technique à lire pendant les vacances ou au bord de la piscine. Si Ah tu en as en tête comme ça, j'ai une très mauvaise mémoire, j'en ai lu en ouais, plus, et mais ouais, comme ça de mémoire. Sinon, tu pourras répondre sur ta chaîne. ouais, Ils je pourront aller te suivre sur ta chaîne YouTube et tu prendras le temps de regarder et de répondre à la question. j'en ai lu pas mal, mais pareil, Ouais, j'ai pas ouais, le en tête, il y en a qui sont très intéressants. Donc, je vous invite à aller suivre Aurélien Blondet sur sa chaîne YouTube et lui poser la question pendant un de ses lives et il pourra vous répondre. Je te laisse conclure, Aurélien, pour, pour cette bah, session. Déjà, je te dis merci d'avoir rejoint. Un grand merci à toi. On aura moi certainement aussi. l'occasion d'en refaire d'autres. Ouais, mais merci beaucoup, hein, merci d'avoir suivi ce live. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous intéresser et que ça va vous ouvrir des opportunités pour essayer de gérer au mieux votre patrimoine. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir, hein, sur ma chaîne, et j'y répondrai avec plaisir. Merci à tous et à très vite. Au revoir. Salut!